Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Le projet de mener une recherche sur la mort des langues gabonaises m'est venu après la lecture croisée de 3 ouvrages. Chronologiquement, la première lecture fut Halte à la mort des langues de Claude Agege 2000. Ensuite, Les voix de la ville de Louis-Jean Calvet 1994, et par la suite, le document Language Vitality and Endangerment de l'UNESCO 2003. Par rapport au processus de mort des langues dans le monde, l'ouvrage d'Agege nous apprend qu'une langue disparaît tous les 15 jours, soit un total d'environ 25 par an. Autrement dit, à ce rythme, si rien n'est fait, ajoute-t-il, on aura perdu dans un siècle la moitié du patrimoine linguistique mondial et sans doute davantage à cause de l'accélération de la pression subie par les langues minoritaires. On s'aperçoit que cette réalité touche particulièrement les langues indonésiennes. Plus de la moitié seraient moribondes, néo-guinéennes. Plus de la moitié des langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée seraient en voie d'extinction, et les langues africaines, mais elles concernent aussi de nombreuses autres langues menacées par les grandes langues de communication. Le rythme d'extinction des langues, qui s'était déjà accéléré au cours du XXe siècle, risque d'atteindre des proportions sans précédent au cours de ce siècle. La seconde lecture nous renseigne sur la problématique de la gestion des langues dans le contexte du plurilinguisme urbain. On y apprend que dans le contexte actuel, la ville joue un rôle fondamental dans la dynamique des langues car les solutions linguistiques qu'elle apporte à la communication sociale ont toutes des chances de s'imposer à l'ensemble du pays. Louis-Jean Calvet ajoute que la ville, telle une pompe, aspire du plurilinguisme et recrache du monolinguisme. La ville joue ainsi un rôle crucial dans l'avenir linguistique d'une région ou plus largement, d'un État. La troisième lecture développe la problématique de la vitalité et de la disparition des langues. Ce document, produit par un groupe d'experts sur les langues menacées de la section du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, renseigne notamment sur les critères objectifs pour mesurer l'état de santé d'une langue. On y apprend ainsi qu'une langue est menacée lorsque son extinction risque de se produire dans un avenir proche. Une langue est par contre en danger lorsque ses locuteurs commencent à la délaisser, réservant son utilisation à des contextes de moins en moins nombreux. Ils ne la transmettent plus à la génération des enfants. Autrement dit, il n'y a pas de nouveaux locuteurs qu'ils soient enfants ou adultes. Cette même source montre qu'une langue peut être menacée par des forces externes, comme dans le cas de l'assujettissement militaire, économique, religieux, culturel ou éducatif. Elle peut également se trouver menacée par des forces internes, comme le ressenti négatif d'une communauté au sujet de sa langue. Ces pressions internes ont souvent une origine externe, les deux éléments se conjuguant pour mettre fin à la transmission des traditions linguistiques et culturelles entre les générations. Les peuples indigènes relient souvent leur situation sociale défavorisée à leur culture. Ils sont donc persuadés que leur langue est de fait inférieure et ne cherchent pas à la maintenir. Au contraire, ils rejettent langue et culture dans l'espoir de surmonter la discrimination, de s'assurer des moyens d'existence, d'améliorer leurs chances de mobilité sociale et ou de s'intégrer au marché mondial. Partant de cette littérature, j'ai voulu appliquer les différentes théories au contexte particulier des langues du Gabon. Le choix de focaliser mon investigation sur les enfants a été motivé, partant de ma spécialisation, l'acquisition du langage chez les enfants, par l'objectif d'évaluer le niveau de transmission intergénérationnelle des langues vernaculaires chez les enfants en milieu urbain. Cette démarche m'a paru d'autant plus pertinente que les enfants constituent un baromètre très important pour mesurer l'état de la vitalité et de la transmission intergénérationnelle des langues. De la même façon, l'état de l'acquisition de la langue chez les enfants va montrer des indices de vitalité ou de perdition de la langue. Pour arriver à la publication d'un tel ouvrage, qui est le résultat d'une importante recherche en termes de temps d'investigation, de moyens matériels et financiers mais aussi humains et d'une quantité importante d'heures de travail eu égard aux données impressionnantes qu'il fallait dépouiller. Plus de 60 000 réponses aux différents points des questionnaires. Il a fallu la contribution de plusieurs personnes. Je voudrais, en tout premier lieu, remercier les directeurs et les instituteurs des écoles de Libreville qui nous ont permis, à mon équipe et à moi-même, de pouvoir procéder à la collecte des données auprès des élèves dans les classes allant de la 3e année à la 5e année. Ces remerciements s'adressent ensuite
aux 1200 enfants et à leurs 2400 parents qui ont répondu au questionnaire et qui ont donc, de ce fait, permis la présente contribution. Mais ce livre a été aussi rendu possible grâce à la contribution inestimable de mes étudiants, qui ont fortement participé à la collecte et au dépouillement des données. Je voudrais enfin exprimer mes vifs remerciements au professeur Lolke J. van der Ven, linguiste, Université Lyon 2, et Auguste Moussirou-Mouyama, sociolinguiste, Université Omar Bongo, Libreville, qui ont bien voulu accompagner ce projet en signant respectivement la préface et la postface. Rouen, mars 2009. PREFACE, par Lolke J. van der Ven, Université Lumière Lyon 2. Une lourde menace pèse sur le patrimoine immatériel de l'humanité depuis quelques décennies, et cette menace ne fait que s'accentuer. De très nombreuses langues, et avec elles bon nombre de pratiques culturelles souvent très anciennes, risqueront de disparaître à tout jamais sans laisser de traces. Ce processus pourrait s'effectuer en 2 ou 3 générations, et pour certaines langues même dans l'espace d'une seule génération ou moins. Le présent ouvrage du linguiste Daniel Franck Idiata sur les langues du Gabon, ouvrage remarquablement détaillé et illustré, lucide et en outre, unique en son genre pour ce pays où une cinquantaine de variétés linguistiques se côtoient encore à l'heure actuelle, ne fait que montrer ce qui est en train de se produire partout dans le monde. C'est un fait que bien des langues ont disparu dans le passé, mais la situation n'a jamais été aussi dramatique et n'a jamais eu la même envergure. Aucun pays du monde ne semble y échapper. Une incroyable richesse, qu'il est impossible d'évaluer en termes pécuniaires, est en train de se perdre à toute allure et définitivement. Triste constat. Triste réalité. Mais qui s'en soucie réellement? Comme le montre très clairement Daniel Franck Idiata, la majeure partie des langues nationales du Gabon ne sont plus vraiment activement transmises aux générations suivantes, notamment en milieu urbain. Si la plupart des jeunes Gabonais comprennent encore la langue ou les langues parlées par leurs parents et grands-parents, eux-mêmes ne la ou ne les pratiquent quasiment plus. Cette situation est symptomatique. Elle révèle le degré d'avancement du processus de disparition. Nombreuses sont les variétés linguistiques du Gabon qui d'ici à 60 ans seront éteintes. Les raisons qui sous-tendent cet état de fait sont multiples et ont dûment été décrites ailleurs d'eux. Au Gabon, le rôle du français dans la disparition progressive des parlers locaux est évident. La pression qu'exerce le français comme langue officielle sur les langues nationales est énorme. Toutefois, il ne s'agit aucunement d'intenter un procès à qui ou à quoi que ce soit. La situation du monde actuel est complexe. Elle est forgée et dominée par des forces économiques, politiques et sociales que personne n'est vraiment en mesure de contrôler, du moins directement. Est-il possible de sauver ces langues menacées? La réponse est simple. Toute personne lucide comprendra qu'il ne sera pas possible de sauver toute cette diversité et richesse linguistique. Surtout si par sauver l'on entend revitaliser, redonner une nouvelle vie, et encore moins s'il s'agit de les sauver à long terme. Les linguistes s'avouent impuissants. Peut-être certaines de ces langues se revigoreront-elles, mais ce sera alors grâce à l'intervention active des locuteurs eux-mêmes. Une communauté peut sous certaines conditions, tant bien que mal, tenter d'inverser le mouvement. Quelques tentatives dans ce sens émergent au Gabon, généralement sous forme d'associations cherchant à réactualiser la pratique de la langue. Ce développement est à saluer. Cependant, les aspirations personnelles des uns et des autres dans le contexte actuel, l'accès au travail, l'accès à un plus grand confort, etc., rendront une telle évolution fort peu probable. Qui le leur reprochera? Fait-il alors se contenter d'observer passivement, les bras croisés, la mort dans l'âme? Une fois de plus, la réponse est simple. Non, nous pouvons tous, spécialistes et non spécialistes, faire quelque chose, même si cette contribution sera nécessairement modeste. Mais dans ce cas, il faudra agir rapidement, très rapidement. Qui ne connaît pas le proverbe africain? Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Nul ne pourra empêcher un vieillard de mourir, mais si nous nous mettions au chevet du mourant, tout attentif, suspendu à ses lèvres pour recueillir ses propos de sagesse et de savoir-vivre. Que faire alors, concrètement parlant? La réponse consistera à lancer une vaste campagne de documentation et d'archivage, bien évidemment avec le consentement des locuteurs et des communautés ethnolinguistiques, et avec leur collaboration active.
L'objectif d'une telle campagne sera de préserver une trace, la plus complète possible, de la présente diversité linguistique et culturelle. C'est ce qui se fait déjà à d'autres endroits dans le monde, comme par exemple dans certains pays d'Amérique latine. Mais un tel effort ne saura se faire sans l'aide d'organismes comme l'UNESCO et des institutions publiques ou fondations privées, qu'elles soient européennes, africaines ou autres, qui depuis quelques décennies subventionnent des actions de plus ou moins grande envergure à condition que les communautés elles-mêmes le demandent expressément et que les objectifs soient clairement définis. Parfois, il pourra tout simplement s'agir d'une initiative individuelle. Je tiens à citer l'exemple d'un homme comme Sébastien Bodinga B.W.A. Bodinga qui, ne supportant pas l'idée que sa langue, le Jevia, langue parlée sur la rive droite de la Ngounié en face de Fougamou, disparaisse sans même laisser de traces, s'est mis à élaborer un dictionnaire de sa langue 3, de même qu'un recueil de 700 proverbes en langue ainsi qu'une base de données entièrement consacrée à la pharmacopée de sa communauté. Tous les locuteurs ne pourront pas être forcément aussi motivés et productifs que lui. Mais en agissant à plusieurs, dans une action concertée, le résultat pourra être le même. En janvier 2007, à Libreville, lors d'une présentation du projet AALLED et d'autres projets de recherche devant plusieurs groupes de lycéens gabonais, j'ai pu constater que les jeunes du Gabon sont bien conscients du problème, mais j'ai aussi été très agréablement surpris par l'intérêt qu'ils témoignent pour toute action scientifique destinée à la sauvegarde des langues et des pratiques culturelles de leur pays. Je voudrais à ce propos faire brève mention d'un projet de recherche en cours depuis le début de cette année. Ce projet porte pour nom Afrique-Amérique latine langue en danger, AALLED, et est dirigé par Colette Grinwald, spécialiste mondialement reconnue des langues d'Amérique latine et de la problématique des langues en danger, et moi-même en tant que chercheur passionné des langues bantoues du Gabon. Cette action de recherche, financée par l'Agence nationale de recherche, ANR France, s'appuie sur l'expertise et l'expérience de terrain de 2 équipes de linguistes du laboratoire dynamique du langage, de Lyon. Le volet important concernant le Gabon se fera en étroite collaboration avec des linguistes et anthropologues de l'université Omar Bongo. Cette collaboration est déjà ancienne d'une 20aine d'années et s'est avérée très productive et stimulante. 4. Le projet AALLED, qui s'étale sur 3 ans, a pour objectif la sensibilisation du monde francophone à la problématique des langues en danger, la documentation du plus grand nombre possible de langues et cultures en Afrique et en Amérique latine, et une contribution substantielle aux recherches sur la typologie des langues du monde. Les 3 axes transversaux du projet sont, premièrement, la formation de linguistes et d'anthropologues aux principes et techniques de la documentation en vue de l'archivage par des séminaires, en France mais aussi à l'étranger, des cycles de conférences et des écoles d'été. Deuxièmement, le travail de terrain et enfin, la valorisation du travail effectué et la restitution aux communautés. Des partenaires scientifiques mondialement reconnus se sont associés à ce nouveau projet. Il s'agit d'institutions comme SOAS 5 Londres, AIA6 USA, le Laban 7 et CIESAS 8 Mexique, ainsi que d'un réseau très étendu de chercheurs individuels travaillant dans un grand nombre de pays, dont le Gabon. En juin-juillet 2008, une première école d'été a été organisée à Lyon dans le cadre du projet AALLED. Cette université d'été s'adressait prioritairement aux étudiants et chercheurs africains, souhaitant se former à la documentation des langues et cultures de leur continent. À plus long terme, le projet conduira à la création d'un master international consacré à la thématique de la documentation des langues et cultures en voie de disparition, qui sera assuré conjointement par les universités de Londres, de l'Éden, Pays-Bas, et de Lyon. Les résultats que nous attendons de ce projet sont premièrement le développement sur les 2 continents d'Amérique latine et d'Afrique d'une véritable dynamique de recherche autour des langues en danger, en linguistique de la documentation, en linguistique descriptive et en linguistique typologique. Deuxièmement, la participation à la réflexion sur la théorie et les pratiques de la linguistique de la documentation des langues en danger, en coordination avec les partenaires, les questions d'éthique, droit des apostrophes, accès aux données archivées, propriété intellectuelle, etc. Troisièmement, une contribution à la description et l'étude typologique de nombreuses langues, dans des projets divers selon les conditions de terrain et l'ancienneté des projets déjà en cours à différents endroits du globe,
et quatrièmement, des valorisations diverses tant sur le plan scientifique que sur les plans de la vulgarisation des connaissances et de la restitution aux communautés ayant contribué aux recherches. Pour ce qui est du Gabon, le projet pourra entre autres fournir une contribution significative à la réalisation d'un atlas linguistique du Gabon, document tant attendu par les Gabonais fiers de leur patrimoine linguistique. Il pourra également permettre de lancer un programme intensif de documentation. Cette documentation implique la réalisation d'enregistrements audiovisuels, la transcription minutieuse de ces documents et leur formatage en vue de l'archivage. Les objets de cette documentation seront multiples. Échanges quotidiens, chants, devinettes, contes, danses, mariages coutumiers, palabres, veillées, parties de chasse et de pêche, fabrication commentée de produits artisanaux, etc. Bien entendu, il faudra bien plus que ce projet à la fois ambitieux et très modeste. La tâche est immense. Il faudra former de nombreux chercheurs et ingénieurs gabonais. Des équipes composées de spécialistes de différentes disciplines comme la linguistique et l'anthropologie culturelle, et dotées de matériel approprié pour la réalisation de documents audiovisuels dans les règles de l'art et respectant les normes technologiques en vigueur, devront se rendre sur le terrain. Tout cela prendra du temps et ne pourra se faire sans subvention. Il va enfin de soi que plus les moyens financiers mis à disposition seront importants, plus la part du patrimoine immatériel pouvant être documenté et archivé pour la postérité sera substantielle. Seule la participation active du plus grand nombre de Gabonais fiers de leurs traditions et coutumes permettra de réaliser la sauvegarde du patrimoine linguistique et culturel de ce pays hors du commun que des hommes et des femmes ont choisi comme refuge et patrie depuis des dizaines de millénaires au moins. Certains lecteurs m'objecteront peut-être que tout ceci est encore une préoccupation de blancs. Je comprends cette réaction. Elle nous amène à réfléchir sur nous-mêmes et à sonder les motivations de nos actes. Nul n'ignore que nombreux sont ceux dans le monde d'aujourd'hui qui peinent, et ont des préoccupations bien plus terre-à-terre, liées à leur survie et à la survie des leurs. Que ces gens n'ont ni le temps ni l'argent de se soucier de l'avenir de leur langue et de leur culture. Tout en respectant la position de ces lecteurs, je me permets de me mettre en désaccord avec eux. Il en va de la fierté de nos langues et coutumes, de la fierté de nos racines. Les Gabonais ont de quoi être fiers, croyez-moi. On peut très bien apprendre à maîtriser parfaitement le français et ou l'anglais pour communiquer avec les autres et au-delà des frontières, pour accéder à une position plus confortable dans la vie, sans pour autant nous faire oublier nos racines. Apprendre et parler plusieurs langues, y compris des langues minoritaires, ne nuit aucunement à la réussite scolaire et économique des enfants, au contraire. Le plurilinguisme constitue la règle, la norme dans le monde, non l'exception. Si l'homme blanc s'intéresse tant aux cultures dites exotiques d'Afrique, je fais ici abstraction de ceux et celles qui s'y intéressent pour des motifs purement mercantiles, ne serait-ce pas parce qu'il y entrevoit, peut-être sans se l'avouer, une profondeur et chaleur qu'il a lui-même perdue, y décèle une réminiscence de racines perdues en chemin, ces racines africaines ou autres? Le sens de la communauté et des traditions sont une richesse immatérielle bien plus précieuse que tout le luxe et le confort que l'homme peut amasser pendant sa courte vie. Lolke van der Ven. Professeur de linguistique à l'Université Lumière Lyon 2. Membre titulaire du laboratoire Dynamique du langage, UMR 5596, Lyon, France. Introduction générale. Le présent ouvrage s'inscrit dans le cadre du projet « Évaluation de l'acquisition et de la vitalité des langues vernaculaires gabonaises chez les enfants en milieu urbain » 9. Cette contribution présente les résultats de l'enquête préliminaire que mes étudiants et moi-même avons menée auprès de 3600 sujets, à savoir 1200 enfants âgés de 7 à 12 ans et leurs parents respectifs. Environ 2400 individus, à Libreville, pour évaluer le niveau de transmission des langues vernaculaires chez les enfants. Par rapport à la théorie de la mort des langues, toutes les études, qu'elles se fondent sur des critères sociolinguistiques ou psycholinguistiques, s'accordent sur le fait que les langues vernaculaires gabonaises sont toutes des langues en danger. On se référera à l'UNESCO 2003 ou à AGEJ 2000 pour une définition de ce concept. Les principales raisons souvent invoquées sont principalement de 3 ordres. La très faible démographie des communautés ethniques, donc par voie de conséquence, le nombre très limité des locuteurs pour chacune des langues vernaculaires,
2. L'urbanisation des populations et 3. Le bilinguisme d'inégalité avec le français, la langue officielle du pays. Par rapport à la faible démographie, le Gabon compte à peine un peu plus d'1 million d'habitants pour une cinquantaine de langues vernaculaires, ce qui fait que la plupart de ces langues comptent un nombre de locuteurs très bas. En effet, à côté des 3 grandes langues que sont le Fang, l'Ipunu et l'Inzebi qui regroupent à elles 3 plus de 50% de la population nationale, la plupart des langues vernaculaires comptent moins de 5000 locuteurs. Par rapport à la question de l'urbanisation des populations, il apparaît que près de 8 Gabonais sur 10 vivent dans les villes ou à la périphérie de celles-ci, contre à peine un peu plus de 2 individus vivant en zone rurale. Or, les langues vernaculaires sont très moribondes dans les villes où le français occupe l'essentiel des fonctions dans la communication quotidienne. Par rapport au bilinguisme d'inégalité, nombre de Gabonais parlent et ou comprennent au moins 2 langues, dans le sens d'un bilinguisme de base, bilinguisme endogène, qui implique 2 ou plusieurs langues vernaculaires à côté de la langue française de par son statut de langue officielle. Mais plutôt qu'une situation linguistique harmonieuse au sens d'un équilinguisme dans la gestion in vivo des langues en présence, il s'agit en réalité d'un grand déséquilibre linguistique par rapport aux fonctions de ces langues dans la communication quotidienne. Toutes les études s'accordent en effet sur le constat que les langues vernaculaires connaissent un recul important et qu'elles sont supplantées par le français dans la quasi-totalité des contextes. On se référera à Onzaga et Soba, 2001 ou à Emeroulou et Nzangbie, 1999, entre autres. Partant de ce dessin général, j'ai voulu confronter la théorie de la mort des langues au contexte particulier du Gabon. Le choix de focaliser mon investigation sur les enfants a été motivé, partant de ma spécialisation, l'acquisition du langage chez les enfants, par l'objectif d'évaluer le niveau de transmission intergénérationnelle des langues vernaculaires chez les enfants en milieu urbain. Cette démarche m'a paru d'autant plus pertinente que les enfants représentent un baromètre important pour mesurer l'état de santé d'une langue. De la même façon, le niveau de transmission et d'acquisition de la langue chez les enfants va montrer des indices de vitalité ou de perdition de cette langue. De manière générale, cet ouvrage, qui présente les premières données de ma recherche sur la dynamique linguistique chez les enfants en milieu urbain au Gabon, se propose d'apporter une réponse détaillée à 4 questions cruciales. 1. Les langues des communautés ethniques sont-elles transmises aux enfants vivant dans les villes, à Libreville dans le cas qui nous concerne ici ? 2. Dans les cas d'une transmission, donc une acquisition de ces langues par les enfants, il s'agit de savoir quelle place est réservée à ces langues dans la communication quotidienne. 3. Le niveau de transmission de ces langues à la génération des enfants vivant en zone urbaine est-il suffisant pour garantir la vitalité, donc la survie de ces langues à plus ou moins long terme ? 4. Dans les situations de bilinguisme entre la langue de la communauté et le français, quel est le statut de chaque langue chez les enfants ? Pour apporter une réponse que j'espère pertinente à ces questions, j'ai organisé cet ouvrage en 7 chapitres. Le premier chapitre précise les contours théoriques et méthodologiques qui sous-tendent mon argumentation, en ce qu'il définit les principaux concepts utilisés dans l'ouvrage, qu'il présente les hypothèses de départ et qu'il décrit les données qui fondent mes analyses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.